Marche un peu, ça va passer. Arrête de faire ton bébé. Hurlait mon père alors que je gisais, immobile, sur le sol. Mon frère se tenait là avec un sourire suffisant tandis que maman m'accusait de gâcher son anniversaire. Mais quand l'ambulancière a vu que je ne pouvais pas bouger mes jambes, elle a immédiatement appelé des renforts de police. L'IRM allait révéler. Je m'appelle Audrey et j'ai 28 ans. Je me souviens encore de ce jour comme si c'était hier, le jour où mon corps est devenu insensible de la taille aux pieds, le jour où mon frère Jason s'est tenu au-dessus de moi en riant de sa plaisanterie cruelle alors que je gisais, immobile, sur le béton, le jour où mon père a hurlé, « Marche un peu, ça va passer. Arrête de faire ton bébé », et où ma mère m'a accusé de gâcher la fête d'anniversaire de Jason. Ils n'avaient aucune idée que leur mépris pour ma douleur allait bientôt faire d'eux des criminels. Si votre souffrance a déjà été ignorée par les personnes qui devraient le plus s'en soucier, dites-moi d'où vous regardez, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous, et restez pour une histoire sur le jour où la trahison de ma famille a changé ma vie pour toujours. Grandir dans la maison des Matthews, c'était comme marcher sur des œufs. Notre famille semblait parfaite de l'extérieur, une belle maison de banlieue dans le Massachusetts, un père qui était un comptable prospère, une mère qui était la parfaite femme au foyer, et 2 enfants qui excellaient à l'école. Mais les apparences peuvent être trompeuses. Mon père, Douglas Matthews, était une tour de stoïcisme de 1,88 m, un homme qui croyait que montrer ses émotions était un signe de faiblesse. Il avait été élevé par un père militaire qui lui avait appris que la douleur n'était que la faiblesse quittant le corps. Malheureusement, il a transmis ses croyances toxiques à ses enfants, en particulier à son fils aîné, Jason. Audrey, tu dois t'endurcir, était le mantra de mon père tout au long de mon enfance. Que j'ai affaire à un genou écorché, à un cœur brisé ou à une maladie légitime, sa réponse était toujours la même, minimiser, ignorer, passer à autre chose. Ma mère, Eleanor, n'était pas beaucoup mieux. Bien qu'elle montrât occasionnellement des lueurs de tendresse, son allégeance principale allait toujours à mon père et à Jason. C'était une femme nerveuse qui semblait perpétuellement effrayée de perturber l'équilibre délicat de notre foyer. Si reconnaître ma douleur signifiait perturber cet équilibre, elle choisissait le déni à chaque fois. Ton frère ne se plaindrait jamais de quelque chose comme ça, disait-elle, faisant des comparaisons défavorables qui coupaient plus profondément que n'importe quelle blessure physique. Puis il y avait Jason, mon frère aîné de 3 ans, maintenant âgé de 31 ans. Il avait passé toute sa vie à être l'enfant chéri, le fils qui ne pouvait rien faire de mal aux yeux de nos parents. Athlétique, charismatique et manipulateur, Jason a appris très tôt qu'il pouvait s'en tirer avec n'importe quoi tant qu'il maintenait sa façade de perfection devant nos parents. Je me souviens encore quand j'avais 7 ans et Jason en avait 10. Il m'avait poussé de mon vélo, me faisant me casser le poignet. Quand j'ai pleuré auprès de nos parents, Jason a prétendu que j'étais tombée toute seule parce que j'étais maladroite. Ils l'ont cru sans poser de questions. À l'hôpital, mon père m'a sermonné sur le fait d'être plus prudente tandis que ma mère s'inquiétait des frais médicaux. Pas une seule fois ils n'ont envisagé que Jason puisse mentir. Ce schéma s'est poursuivi tout au long de notre enfance et jusqu'à notre vie d'adulte. Jason me tourmentait avec des plaisanteries qui franchissaient la ligne de la cruauté, et nos parents ignoraient son comportement ou me reprochaient de l'avoir provoqué. Quand j'avais 12 ans, Jason m'a enfermé dans notre sous-sol pendant des heures pendant un orage, sachant que j'étais terrifié par le noir. Quand je me suis finalement échappé et que j'ai confronté nos parents, ils m'ont accusé d'inventer des histoires pour attirer l'attention. À 16 ans, Jason a saboté mon projet de science la veille de sa remise, me faisant échouer au devoir. Quand je l'ai dit à mes parents, ils ont suggéré que j'aurais dû être mieux préparé et ne pas tout laisser à la dernière minute. Au moment où j'ai atteint l'âge adulte, j'avais appris à garder mes distances avec ma famille. J'ai déménagé à 18 ans pour aller à l'université dans un autre état, ne rentrant à la maison que pour les grandes fêtes et les événements familiaux. Je me suis construit une vie en tant qu'enseignante en école primaire, j'ai trouvé des amis qui se souciaient réellement de mon bien-être, et j'ai commencé une thérapie pour réparer les dommages causés par mon éducation. Mais les liens familiaux sont difficiles à rompre complètement. Peu importe à quel point j'essayais de créer des limites, la culpabilité et l'obligation me ramenaient toujours dans leur orbite. C'est pourquoi, lorsque ma mère a appelé pour insister pour que j'assiste à la célébration du 31e anniversaire de Jason, j'ai accepté à contre-cœur. Cela faisait 6 mois que je ne les avais pas vus, et une partie de moi espérait que le temps et la distance auraient pu améliorer notre relation. Cela signifierait tellement pour ton frère si tu venais, a dit ma mère, bien que je doutasse que Jason se soucie le moins du monde de ma présence. Nous organisons un barbecue dans le jardin,
et ton père est en train d'installer la nouvelle terrasse de la piscine. Tout le monde sera là. » Par « tout le monde », elle entendait les amis de Jason, dont la plupart étaient aussi odieux et arrogants que lui. L'idée de passer un après-midi avec eux me retournait l'estomac. Mais je n'avais plus d'excuses. « D'accord, je serai là », ai-je accepté, regrettant déjà ma décision. « Merveilleux, et s'il te plaît, habille-toi bien. Tu sais à quel point les apparences sont importantes pour ton père. » Ce commentaire m'a piqué, comme il était censé le faire. Ma mère savait que j'avais récemment adopté un style plus décontracté, troquant les tenues BCBG que mes parents approuvaient contre des vêtements dans lesquels je me sentais réellement à l'aise. C'était un petit acte de rébellion, mais dans la maison des Matthews, même la plus petite déviation de leurs attentes était traitée comme une transgression majeure. En raccrochant le téléphone, j'ai essayé de me préparer mentalement à ce qui allait arriver. J'irai à la fête, je ferai la conversation pendant quelques heures, je donnerai à Jason une carte d'anniversaire générique avec de l'argent à l'intérieur, et je partirai dès que socialement acceptable. Je pouvais supporter un après-midi d'inconfort si cela signifiait plusieurs mois de paix loin d'eux. Ce que je n'aurais pas pu savoir, c'est que cette fête d'anniversaire serait la dernière fois que je marcherais sans assistance, que la cruauté désinvolte qui avait caractérisé ma relation avec Jason pendant des années escaladerait finalement jusqu'à un point de non-retour, que le refus de mes parents de prendre ma douleur au sérieux franchirait la ligne de la négligence émotionnelle à la négligence criminelle. J'ai préparé un sac de voyage, prévoyant de séjourner à l'hôtel plutôt que dans ma chambre d'enfant. Même cette petite limite était importante pour moi, un rappel que je n'étais plus sous leur contrôle. J'ai choisi une tenue qui passerait l'inspection de mon père tout en me permettant de me sentir moi-même, un jean foncé, un chemisier bleu et des ballerines confortables. C'était approprié pour une fête décontractée mais pas si formelle que j'avais l'impression de me déguiser. Alors que je conduisais les 2 heures jusqu'à la maison de mes parents, je pratiquais les techniques que ma thérapeute m'avait enseignées pour gérer les situations familiales difficiles, la respiration profonde, la visualisation, et me rappeler que j'étais maintenant une adulte avec le pouvoir de partir si les choses devenaient trop inconfortables. Mais toute la thérapie du monde n'aurait pas pu me préparer à ce qui m'attendait à cette fête d'anniversaire. Aucune quantité de respiration profonde n'aurait pu empêcher la catastrophe qui était sur le point de se produire ou guérir les cicatrices physiques et émotionnelles qui allaient suivre. Je suis arrivé à la maison de mes parents à 14 heures précises, chronométrant mon entrée pour coïncider avec le début officiel de la fête. C'était une stratégie délibérée pour minimiser les interactions en tête-à-tête avec ma famille. Dans une foule, il serait plus facile de me fondre dans la masse, d'éviter de devenir la cible unique de leur attention. L'allée était déjà remplie de voitures, la plupart des VUS et des voitures de sport coûteux appartenant aux amis de Jason. J'ai reconnu quelques véhicules, y compris la Corvette rouge qui appartenait à son meilleur ami, Tyler, qui avait été tout aussi complice dans le tourment qu'il m'infligeait pendant notre enfance. Ma mère m'a accueilli à la porte avec une bise et un regard qui m'a dit que ma tenue avait passé l'inspection, de justesse. « Audrey, tu as réussi à venir. Tout le monde est dehors. Ton frère vient juste d'ouvrir ses cadeaux. » Bien sûr, ils avaient commencé la remise des cadeaux sans attendre que tous les invités arrivent. C'était un rappel subtil que ma présence n'était pas essentielle, simplement tolérée. Le salon était rempli de paquets cadeaux coûteux, les restes de ce qui semblait être une séance d'ouverture de cadeaux extravagante. J'ai repéré un nouvel ensemble de clubs de golf, des vêtements de marque, et ce qui ressemblait aux clés d'un véhicule quelconque. Nous lui avons offert ce jet-ski qu'il voulait, m'a informé fièrement ma mère, en désignant une photographie de l'engin nautique qui se trouvait sur l'une des plus grandes boîtes. Ton père le fait livrer la semaine prochaine. J'ai hoché la tête, ressentant la piqûre familière de l'iniquité. Pour mon 30e anniversaire, 6 mois plus tôt, il m'avait envoyé une carte cadeau pour un grand magasin. La disparité n'était pas nouvelle, mais elle faisait toujours mal. J'ai posé mon propre cadeau, une simple carte avec $200 à l'intérieur, sur la table avec les autres et j'ai suivi ma mère à travers la maison jusqu'au jardin. La scène qui m'a accueilli était exactement ce à quoi je m'attendais. Environ 30 personnes, principalement des hommes au début de la trentaine, buvaient de la bière et se prélassaient autour de la terrasse de la piscine nouvellement construite. Mon père jouait l'hôte au barbecue, retournant des hamburgers et des steaks avec la précision de quelqu'un qui a passé une vie à maîtriser l'art de la masculinité de banlieue. Jason faisait sa cour près de la piscine, entouré de son entourage habituel. Il avait une bière dans une main et gesticulait de manière animée avec l'autre, racontant probablement à ses amis quelque histoire exagérée de sa propre importance. Il avait pris du poids depuis la dernière fois que je l'avais vu.
Sa silhouette autrefois athlétique montrait maintenant les effets de trop de soirées de forte consommation d'alcool et de pas assez d'exercice. Quand il m'a aperçu, il s'est détaché de son groupe et s'est approché avec l'enthousiasme artificiel de quelqu'un qui se sent obligé de saluer une connaissance lointaine. « Petite sœur, tu as décidé de nous honorer de ta présence après tout. » Ses paroles étaient assez amicales, mais la lueur dans ses yeux était tout sauf chaleureuse. Il m'a attiré dans une étreinte qui était trop serrée, trop agressive, un rappel physique de la dynamique de pouvoir qui avait défini notre relation pendant des décennies. « Joyeux anniversaire, Jason », ai-je répondu, m'extirpant de son étreinte aussi rapidement que possible. « L'endroit est magnifique. Papa a dépensé une fortune pour cette nouvelle terrasse, a-t-il dit, en désignant la structure en bois qui entourait la piscine creusée. Bois dur brésilien sur mesure. Ça lui a coûté près de 20 000 $. Encore une fois, la comparaison tacite flottait dans l'air. Nos parents n'épargneraient aucune dépense pour le confort et le statut de Jason, tandis que mes demandes et mes besoins avaient toujours été traités comme des impositions pesantes. Je me suis excusé pour aller chercher un verre, optant pour de l'eau plutôt que de l'alcool. Je savais par expérience que je devais garder l'esprit clair dans ces situations. L'alcool ne ferait qu'émousser mes défenses et me rendrait plus vulnérable à leur manipulation. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai réussi à éviter toute interaction directe avec ma famille en engageant des conversations polies avec certains des autres invités. Il y avait quelques conjoints et petites amies présents qui semblaient tout aussi mal à l'aise avec l'atmosphère de plus en plus tapageuse, et nous avons formé une alliance silencieuse d'outsiders. Mais à mesure que l'après-midi avançait et que l'alcool coulait à flot, je pouvais sentir l'énergie changer. Jason et ses amis sont devenus plus bruyants, leur comportement plus odieux. Ils ont commencé à se remémorer leurs années de lycée, échangeant des histoires qui impliquaient invariablement d'humilier quelqu'un qu'ils jugeaient inférieur à eux. Finalement, inévitablement, Jason a tourné son attention vers moi. « Et, tu te souviens de la fois où on a convaincu Audrey que le chien du voisin avait la rage ?» a-t-il crié, assez fort pour que tout le monde entende. Elle avait tellement peur qu'elle a refusé de sortir pendant une semaine. Ses amis ont ri, et j'ai senti mes joues brûler du mélange familier d'embarras et de colère. J'avais 8 ans quand Jason et ses amis m'avaient dit que le sympathique labrador à accent grave côté avait une maladie mortelle et allait m'attaquer. La peur avait été réelle, tout comme les cauchemars qui ont suivi. Ou la fois où on a remplacé son shampoing par de la crème dépilatoire, a ajouté Tyler, se frappant le genou comme si cet acte de cruauté était le comble de la comédie. Cette plaisanterie particulière s'était produite quand j'avais 14 ans. J'avais été obligé de porter des chapeaux à l'école pendant des semaines pendant que mes cheveux repoussaient par plaques. Mes parents m'avaient dit d'arrêter d'être si dramatique à ce sujet. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à rassembler mes affaires. J'avais atteint ma limite, et aucune obligation familiale ne valait la peine de me soumettre à ce genre d'humiliation. Mais alors que je me tournais pour partir, Jason m'a intercepté. « Tu pars si tôt ? La fête ne fait que commencer. » Ses paroles étaient pâteuses, ses yeux flous. Il était ivre, ce qui le rendait toujours plus imprévisible, plus dangereux. « J'ai un long trajet pour rentrer », ai-je dit fermement, en essayant de le contourner. Mais Jason a bloqué mon chemin. « Allez, Serette. Détends-toi. Prends un verre avec nous. Pour le bon vieux temps. » Je connaissais cette routine, la camaraderie forcée qui mènerait inévitablement à une forme d'humiliation publique. J'étais tombé dans le panneau trop de fois par le passé. Non merci, Jason. Je dois vraiment y aller. Son visage s'est durci, le masque de l'amabilité glissant pour révéler la cruauté en dessous. Toujours la même Audrey coincée. Certaines choses ne changent jamais. Je me suis éloigné, me dirigeant vers la porte vitrée coulissante qui menait à l'intérieur de la maison. Je devais juste prendre mon sac à main dans le salon, dire un rapide au revoir à mes parents, et je pourrais m'échapper de cet environnement toxique. Mais le destin, ou peut-être la malveillance de Jason, en avait décidé autrement. Pour atteindre la maison, je devais traverser une section de la nouvelle terrasse de la piscine. En posant le pied sur les planches de bois, j'ai immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. La surface semblait étrangement glissante sous mes ballerines. J'ai baissé les yeux et j'ai remarqué un léger éclat sur le bois, presque imperceptible à moins de le chercher. À ce moment-là, j'ai su ce qui allait se passer, mais il était déjà trop tard pour l'empêcher. Mon pied a glissé vers l'avant, violemment, me faisant perdre l'équilibre. J'ai essayé de me rattraper, les bras agités, mais la glissance était trop complète, trop délibérée.
Mon autre pied a dérapé sous moi, et j'ai senti mon corps tomber en arrière. Le temps semblait ralentir. Je pouvais voir Jason et ses amis regarder, leurs expressions un mélange d'anticipation et d'amusement cruel. Je pouvais voir mon père se détourner du barbecue, ma mère s'interrompre dans sa conversation avec un autre invité. Et puis est venu l'impact, non pas avec la terrasse en bois comme je m'y attendais, mais avec le rebord en béton de la piscine. Le bas de mon dos et ma tête ont heurté simultanément, un double coup qui a envoyé une douleur fulgurante le long de ma colonne vertébrale et a explosé comme un feu d'artifice derrière mes yeux. J'ai entendu quelqu'un crier et ce n'est que plus tard que j'ai réalisé que le son venait de moi. Le monde a basculé et tourné, les couleurs se mélangeant alors que ma vision devenait floue. Quand les choses se sont finalement stabilisées, j'étais allongé sur le dos, regardant le ciel bleu clair. La douleur dans ma tête était atroce, mais ce qui me terrifiait le plus était ce que je ne pouvais pas sentir, quoi que ce soit en dessous de ma taille. À l'aide, ai-je haleté, ma voix à peine audible même à mes propres oreilles. L'impact m'avait coupé le souffle, et j'avais du mal à respirer correctement. S'il vous plaît, aidez-moi. Je ne sens plus mes jambes. Le premier visage qui est apparu dans mon champ de vision était celui de Jason. Il se penchait sur moi, et à mon horreur, il souriait. Belle chute, sœurette. Très dramatique. Il s'est tourné vers ses amis. Elle a toujours été une comédienne. J'ai essayé de bouger, de m'asseoir, mais mon corps ne coopérait pas. Mes bras fonctionnaient, mais quand j'ai tenté de bouger mes jambes, il n'y avait rien, aucune réponse, aucune sensation, juste un vide terrifiant là où la moitié inférieure de mon corps aurait dû être. Je suis sérieuse, ai-je dit, ma voix plus forte maintenant, teintée de panique. Quelque chose ne va pas. Je ne peux pas bouger mes jambes. Je crois que j'ai heurté mon dos sur le béton. Jason a levé les yeux au ciel, toujours convaincu que c'était une sorte de performance de ma part. Allez, lève-toi. Tu te ridiculises. Je ne peux pas me lever. Je pleurais maintenant, des larmes de douleur et de peur coulant sur mon visage. S'il vous plaît, appelez une ambulance. Je crois que je suis vraiment blessé. À ce stade, une petite foule s'était rassemblée autour de moi. Je pouvais voir la curiosité et l'inconfort sur leurs visages, mais personne ne bougeait pour aider. Ils prenaient leurs ordres de Jason, supposant que ce n'était qu'un autre drame familial se jouant pour leur divertissement. Mon père a fendu la foule des badauds, son visage figé dans un masque d'irritation. « Qu'est-ce qui se passe ici, Audrey? Pourquoi es-tu par terre? » « Papa, ai-je sangloté, un soulagement m'envahissant. Sûrement mon père prendrait cela au sérieux. J'ai glissé et je suis tombé. J'ai heurté mon dos sur le rebord de la piscine. Je ne sens plus mes jambes. J'ai besoin d'aller à l'hôpital. Je m'attendais à de l'inquiétude, de l'urgence, une action immédiate. Ce que j'ai eu à la place, c'est un ricanement dédaigneux. Pour l'amour de Dieu, Audrey, la terrasse est parfaitement sûre. Je viens de la faire installer par des professionnels. Il a fait un geste impatient. Marche un peu, ça va passer. Arrête de faire ton bébé. Tu fais une scène à la fête de ton frère. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Même maintenant, même alors que j'étais littéralement incapable de bouger, ma douleur était ignorée, mon expérience invalidée. Douglas, peut-être devrions-nous l'aider à se relever, a suggéré ma mère, apparaissant à ses côtés. Mais son inquiétude n'était pas pour mon bien-être. Les gens regardent. Je ne peux pas me lever, ai-je répété, ma voix s'élevant avec désespoir. J'ai besoin d'une ambulance. S'il vous plaît, maman, papa, je vous en supplie. Quelque chose de vraiment grave ne va pas. Ma mère s'est agenouillée à côté de moi, sa voix baissée en un murmure de colère. Audrey Matthews, ça suffit. Tu as toujours été jalouse de l'attention portée à ton frère, mais là, tu vas trop loin. Tu es en train de gâcher sa fête d'anniversaire avec ce spectacle. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. La douleur dans mon dos s'intensifiait, rayonnant par vagues qui rendaient la concentration difficile. Ma tête me lançait là où elle avait heurté le béton, et je commençais à avoir la nausée. Je crois que je vais être malade, ai-je gémi, en tournant la tête sur le côté. Elle est probablement ivre, ai-je entendu Jason dire à quelqu'un. Classique Audrey, elle ne tient pas l'alcool. Je n'avais pas bu une seule goutte de la journée, mais les faits n'avaient jamais compté dans le récit de ma famille à mon sujet. Le soleil qui tapait sur mon visage aggravait la nausée.
Je transpirais abondamment, et une étrange sensation de picotement avait commencé dans le bout de mes doigts. Je savais que c'était de mauvais signes, peut-être des indicateurs de choc ou d'hémorragie interne. « S'il vous plaît » ai-je murmuré, n'ayant plus l'énergie de crier. « J'ai besoin d'aide. » Mon père s'était éloigné, retournant au barbecue comme si de rien n'était. Ma mère s'excusait auprès des invités, leur disant que j'avais toujours été sujette à des crises et qu'ils devaient continuer à profiter de la fête. Jason s'était complètement désintéressé, retournant vers son groupe d'amis, qui discutaient maintenant bruyamment de leur plan pour sortir le nouveau jet-ski le week-end suivant. J'étais seul, immobile, dans l'agonie, entouré de gens qui choisissaient d'ignorer ma souffrance. La trahison coupait plus profondément que n'importe quelle douleur physique n'aurait jamais pu le faire. Puis, du bord de ma conscience défaillante, j'ai entendu une nouvelle voix, ferme, autoritaire, féminine. « Excusez-moi. Je suis infirmière. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. » La foule s'est écartée, et une femme que je ne reconnaissais pas s'est agenouillée à côté de moi. Elle avait des yeux bienveillants et des mains compétentes qui se sont immédiatement posées sur mon poignet, vérifiant mon pouls. « Bonjour. Je suis Rachel. Je travaille aux urgences du Massachusetts General. Pouvez-vous me dire votre nom ? » Audrey, ai-je réussi à dire entre des dents qui claquaient. J'avais froid maintenant, malgré la chaleur de l'été. « D'accord, Audrey, j'ai besoin que vous restiez très immobile. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ? » J'ai expliqué la chute, l'impact avec le rebord de la piscine, et la perte immédiate de sensation dans mes jambes. L'expression de Rachel est restée neutre, mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. Elle s'est penchée plus près et a parlé doucement. « Je vais vérifier quelques petites choses, mais je ne veux pas que vous bougiez du tout. D'accord ? » Elle a doucement appuyé ses doigts sur différents points de mes jambes, me demandant si je pouvais sentir la pression. Je ne le pouvais pas. Elle m'a demandé de remuer mes orteils. Rien ne s'est passé. « J'appelle une ambulance » a-t-elle annoncé, en sortant son téléphone. « Elle n'a pas besoin d'une ambulance » a protesté ma mère, réapparaissant soudainement. « Elle a juste besoin de se lever et d'arrêter de faire des histoires. » Rachel a fixé ma mère d'un regard impassible. « Madame, votre fille présente des signes compatibles avec une lésion de la moelle épinière. La déplacer pourrait causer des dommages permanents. Elle a besoin de soins médicaux d'urgence immédiatement. » Pour la première fois, une lueur de réelle inquiétude a traversé le visage de ma mère. Lésion de la moelle épinière ? C'est impossible. Elle a juste glissé. Les chutes sont l'une des causes les plus courantes de lésions médulaires, a répondu Rachel, en composant déjà le 911. Et d'après ce que je peux voir, elle a heurté le rebord en béton assez durement. Pendant que Rachel parlait avec le répartiteur des urgences, décrivant mon état et ma localisation, j'ai vu mon père s'approcher. Son expression était passée de l'agacement à l'appréhension. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'ambulance » a-t-il demandé. Rachel, toujours au téléphone, a levé une main pour le faire taire. Après avoir donné au répartiteur les informations nécessaires, elle s'est tournée pour s'adresser à mon père. « Monsieur, votre fille a potentiellement subi une grave lésion de la colonne vertébrale. Les ambulanciers seront là dans environ 10 minutes. D'ici là, il est absolument crucial qu'elle ne soit pas déplacée. » Le visage de mon père a pâli. Pour la première fois, je pense qu'il commençait à réaliser que ce n'était pas une comédie, pas une tentative de voler l'attention ou de perturber la fête. C'était réel, et c'était grave. « Comment est-ce arrivé » a-t-il demandé, regardant autour de lui comme s'il cherchait quelqu'un d'autre à blâmer que lui-même. À travers le brouillard de la douleur et de la peur, j'ai réussi à parler. La terrasse était glissante, comme s'il y avait de l'huile ou quelque chose dessus. Les yeux de mon père se sont plissés. C'est ridicule. Je viens de la faire traiter hier. Elle ne devrait pas du tout être glissante. Mais Rachel, toujours observatrice, examinait déjà les planches de bois près de l'endroit où j'étais tombé. Elle a touché la surface, puis s'est frotté les doigts. « Ce n'est pas de l'eau » a-t-elle dit, sa voix se durcissant. « On dirait une sorte de lubrifiant. » Tous les yeux se sont tournés vers Jason, qui était revenu pour voir ce qu'était tout ce remue-ménage. Son visage, rougi par l'alcool, a soudainement perdu toute couleur. « C'était juste une blague » a-t-il marmonné, sans regarder personne dans les yeux. « Juste une petite plaisanterie. J'ai mis un peu d'huile pour terrasse de papa sur quelques planches. »
Je pensais qu'elle glisserait un peu et tomberait peut-être dans la piscine. Je ne pensais pas. Il s'est interrompu, les implications de ses actes semblant enfin le frapper. Le silence qui a suivi était assourdissant. À ce moment-là, alors que je gisais immobile sur le sol, j'ai vu la vérité de ma famille se refléter sur leur visage, la cruauté des involtes qui avaient défini nos relations, l'aveuglement volontaire face au mal qu'ils causaient, la protection réflexe de Jason à tout prix. Mais cette fois, il y aurait des conséquences qu'ils ne pourraient pas ignorer. Au loin, j'entendais des sirènes approcher. Les sirènes hurlantes se sont rapprochées, brisant le silence stupéfait qui s'était abattu sur le jardin. Rachel est restée à mes côtés, surveillant mon état et tenant tout le monde à distance. « Essayez de rester calme, dit-elle doucement. Les secours sont presque là. Concentrez-vous simplement sur votre respiration. » J'essayais, mais la panique menaçait constamment de me submerger. L'engourdissement dans le bas de mon corps était terrifiant, un vide là où la sensation devrait être. Chaque respiration envoyait de nouvelles vagues de douleur dans mon dos et ma tête, et la nausée s'intensifiait. Les invités de la fête avaient commencé à se disperser, s'éloignant de la scène de l'accident et murmurant entre eux. Certains partaient déjà, ne voulant pas être impliqués dans ce qui se déroulait. D'autres regardaient de loin, leurs expressions un mélange de curiosité morbide et d'inconfort. Ma mère rôdait à proximité, son dédain antérieur remplacé par une énergie nerveuse. Elle n'arrêtait pas de rajuster ses vêtements et de toucher ses cheveux, de petits gestes qui trahissaient son anxiété sur la façon dont cela apparaîtrait aux autres. « Pensez-vous vraiment que ce soit nécessaire ?» a-t-elle demandé à Rachel. « Peut-être pourrions-nous simplement l'emmener nous-mêmes aux urgences. » La réponse de Rachel fut ferme. « Absolument pas. Elle a besoin d'une immobilisation et d'un transport approprié. Tout mouvement inapproprié pourrait aggraver une lésion médulaire. » Mon père était allé à l'avant de la maison pour diriger les ambulanciers tandis que Jason se tenait figé à plusieurs mètres de là, la réalité de ce qu'il avait fait semblant enfin de s'imposer à lui. Les ambulanciers sont arrivés avec une efficacité remarquable, 2 femmes et un homme en uniforme poussant un brancard à travers le portail du jardin. Rachel les a immédiatement informés de mon état et des circonstances de ma chute. L'ambulancière principale, une femme nommée Sarah selon son badge, s'est agenouillée à côté de moi. « Bonjour, Audrey. Je suis Sarah. Nous allons bien prendre soin de vous. Pouvez-vous me dire où la douleur est la plus forte ? » Le bas de mon dos, ai-je réussi à dire, et ma tête. Mais je ne sens rien en dessous de ma taille. Sarah a hoché la tête, son expression professionnelle mais bienveillante. Nous allons vous mettre un collier cervical pour stabiliser votre cou, puis nous vous ferons rouler en bloc sur une planche dorsale. Il est important que vous n'essayiez pas de nous aider à vous déplacer. D'accord ? Restez aussi immobile que possible. Pendant qu'il travaillait, Sarah a posé des questions sur la chute, comment elle s'était produite, et si j'avais perdu connaissance. Rachel a complété avec des détails sur mes signes vitaux et l'évaluation initiale qu'elle avait faite. Puis Sarah a posé une question qui a tout changé. La surface où vous êtes tombé était-elle naturellement glissante, ou y avait-il quelque chose dessus qui vous a fait glisser ? Avant que je puisse répondre, Rachel a pris la parole. Il semble y avoir une sorte d'huile ou de lubrifiant sur les planches de la terrasse. Je crois qu'il a été placé là délibérément. Sarah a interrompu son travail, levant brusquement les yeux. Délibérément ? Pouvez-vous préciser ? Son frère a admis avoir mis de l'huile pour terrasse sur les planches comme une plaisanterie, a dit Rachel, sa voix posée mais avec un sous-entendu de colère. Il avait l'intention qu'elle glisse. Sarah et les autres ambulanciers ont échangé des regards. Puis Sarah s'est tournée pour regarder Jason, qui se tenait les mains dans les poches, fixant le sol. « Monsieur, est-ce exact ? Avez-vous intentionnellement créé un danger de glissade qui a causé cette blessure ?» Jason s'est agité, mal à l'aise. C'était juste censé être une blague. Je ne pensais pas qu'elle se blesserait comme ça. L'expression de Sarah s'est durcie. Elle s'est tournée vers son collègue. « Mike, peux-tu vérifier la surface de la terrasse et documenter ce que tu trouves, s'il te plaît ?» Mike a hoché la tête et s'est déplacé pour examiner la zone où j'étais tombé, prenant des photos avec un petit appareil et prélevant un échantillon de la substance sur la terrasse. Pendant ce temps, les ambulanciers ont continué à travailler méthodiquement pour m'immobiliser. Ils ont placé un collier rigide autour de mon cou, puis se sont soigneusement positionnés pour me faire rouler comme une unité sur la planche dorsale. « À mon compte », a instruit Sarah. « 1, 2, 3. »
Ils m'ont déplacé avec une précision de professionnel, mais malgré leurs soins, le mouvement a envoyé une nouvelle agonie à travers mon corps. J'ai crié, incapable de réprimer le son. Je sais que ça fait mal, a dit Sarah avec sympathie. Nous vous donnerons quelque chose pour la douleur dès que nous vous aurons sécurisé. Une fois que j'ai été attaché à la planche dorsale, ils m'ont transféré sur le brancard et ont commencé à attacher du matériel de surveillance. Sarah a placé un masque à oxygène sur mon visage et a inséré une ligne intraveineuse dans mon bras. Votre tension artérielle est assez basse, a-t-elle noté en fronçant les sourcils devant le moniteur, et votre rythme cardiaque est élevé. Nous devons vous emmener à l'hôpital tout de suite. Ma mère a finalement semblé saisir la gravité de la situation. Est-ce qu'elle va s'en sortir, a-t-elle demandé, sa voix faible. Sarah n'a pas offert de faux réconfort. Elle présente des signes compatibles avec une lésion médulaire importante. Plus tôt nous l'amènerons à un centre de traumatologie, meilleures seront ses chances de guérison. Alors qu'il se préparait à me déplacer vers l'ambulance, Mike est revenu de l'inspection de la terrasse. Il a parlé doucement à Sarah, lui montrant quelque chose sur l'écran de son appareil photo. Son expression est devenue encore plus sérieuse. Sur la base de ce que je vois ici et des circonstances décrites, je vais demander l'assistance de la police, a-t-elle annoncé. La police, a balbutié mon père, revenant de l'avant de la cour. Ce n'est sûrement pas nécessaire. C'était juste un malheureux accident. Sarah l'a fixé d'un regard impassible. Monsieur, créer délibérément une condition dangereuse qui entraîne des blessures graves n'est pas juste un accident. De plus, je comprends qu'il y a eu un retard dans la recherche de soins médicaux pour votre fille malgré le fait qu'elle ait signalé une perte de sensation, ce qui est une urgence médicale. Le visage de mon père s'est empourpré de colère. Attendez une minute. Vous ne pouvez pas entrer chez moi et faire des accusations comme ça. Papa, ai-je dit faiblement derrière le masque à oxygène. S'il te plaît, laisse-les juste m'aider. Pour une fois, mon père s'est tu. Sarah a passé un appel sur sa radio, demandant la présence de la police sur les lieux. Puis elle s'est retournée vers moi. Nous allons vous déplacer vers l'ambulance maintenant. Le trajet pourrait être inconfortable, mais nous ferons tout notre possible pour vous garder stable. Alors qu'il me poussait à travers la maison et vers l'ambulance qui attendait, j'ai eu un dernier aperçu de ma famille, mon père se disputant avec Mike, gesticulant avec colère, ma mère debout, les bras croisés, l'air perdu, et Jason, toujours figé au même endroit, regardant les conséquences de sa cruauté de toute une vie le rattraper enfin. La dernière chose que j'ai vue avant que les portes de l'ambulance ne se ferment était une voiture de police arrivant dans l'allée, les gyrophares allumés mais les sirènes silencieuses. À ce moment-là, malgré la douleur et la peur, j'ai ressenti un étrange sentiment de validation. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un prenait ma souffrance au sérieux. L'ambulance s'est éloignée, m'emmenant vers un avenir incertain mais aussi loin de l'environnement toxique qui m'avait causé tant de douleur. Alors que le médicament qu'il m'avait administré commençait à faire effet, atténuant le pire de l'agonie physique, j'ai fermé les yeux et me suis abandonné à l'inconscience. Je me suis réveillé au bip rythmé des moniteurs d'hôpital et à l'odeur antiseptique qui semble universelle à tous les établissements médicaux. Pendant un moment, j'étais désorienté, ne sachant pas où j'étais ni comment j'étais arrivé là. Puis les souvenirs sont revenus en cascade, la chute, l'engourdissement, les ambulanciers, et enfin, la police arrivant chez mes parents. Un infirmier a remarqué que j'étais réveillé et s'est approché de mon lit. Rebonjour, Audrey. « Je suis Carlos. Vous êtes à l'hôpital général du Massachusetts. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé? Je suis tombé, ai-je dit, ma voix rauque à cause du tube respiratoire qui avait apparemment été retiré à un moment donné. À la fête d'anniversaire de mon frère. Je ne sentais plus mes jambes. Carlos a hoché la tête, prenant une note dans mon dossier. C'est exact. Vous avez été consciente et inconsciente par intermittence pendant environ 12 heures. Le médecin viendra sous peu pour discuter de votre état avec vous. Puis-je vous apporter de l'eau? J'ai hoché la tête avec reconnaissance, et il m'a aidé à prendre de petites gorgées à travers une paille. Même ce simple mouvement a fait flamber la douleur dans mon dos. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi, ai-je demandé, la peur faisant trembler ma voix. Est-ce que je ne peux toujours pas bouger mes jambes? L'expression de Carlos était compatissante mais professionnelle. Le médecin vous expliquera tout. Elle devrait être là d'une minute à l'autre. Essayez de rester calme. Comme par un fait exprès, une femme en blouse blanche est entrée dans la pièce. Elle avait la cinquantaine,
avec des cheveux striés d'argent tirés en un chignon soigné. Bonjour, Audrey. Je suis le docteur Martinez, la neurochirurgienne qui a supervisé vos soins. Comment vous sentez-vous? J'ai peur, ai-je admis, et j'ai mal. Que m'est-il arrivé? Pourquoi je ne peux pas sentir mes jambes? Le docteur Martinez a tiré une chaise et s'est assise à côté de mon lit. Quand vous êtes tombé, vous avez subi ce que nous appelons une lésion médulaire incomplète au niveau des vertèbres T12 ou L1, ce qui se trouve dans le bas de votre dos. L'impact a fracturé 2 vertèbres et a provoqué une compression importante de votre moelle épinière. Elle m'a montré des images de mon IRM sur une tablette, en pointant les zones endommagées. Nous avons effectué une chirurgie d'urgence pour retirer les fragments osseux et réduire la pression sur votre moelle épinière. Nous avons également stabilisé votre colonne vertébrale avec des tiges et des vis. Est-ce que je remarcherai? Ai-je demandé, la question qui me terrifiait depuis le moment où j'ai perdu la sensation dans mes jambes. Le docteur Martinez n'a pas offert de faux espoirs, mais elle ne l'a pas non plus éteint entièrement. Les lésions de la moelle épinière sont complexes, et les résultats peuvent varier considérablement. Le fait que la vôtre soit une lésion incomplète est en fait une bonne nouvelle. Cela signifie que la moelle épinière n'a pas été complètement sectionnée. Elle a poursuivi, expliquant qu'au cours des semaines et des mois à venir, nous aurions une image plus claire de la quantité de fonctions que je pourrais récupérer. Certains patients avec des blessures similaires retrouvent une mobilité significative, tandis que d'autres connaissent une amélioration plus limitée. Beaucoup dépendra de votre processus de guérison individuelle et de la diligence avec laquelle vous travaillerez en kinésithérapie. Donc, je pourrais être paralysé pour toujours? Les mots semblaient surréalistes sortant de ma bouche. Je n'utiliserai pas le terme pour toujours à ce stade, a répondu prudemment le docteur Martinez. Mais oui, vous souffrez actuellement de paraplégie, qui est une paralysie affectant les membres inférieurs. Nous travaillerons avec vous pour maximiser toute récupération possible, mais vous devriez être préparé à la possibilité de défis de mobilité à long terme. La nouvelle m'a frappé comme un coup physique. J'étais entré à la fête d'anniversaire de mon frère en tant que femme de 28 ans en bonne santé, et j'en sortais avec un handicap qui changerait ma vie, tout cela à cause d'une plaisanterie et du refus de ma famille de prendre ma douleur au sérieux. Il y a autre chose dont nous devons discuter, a dit le docteur Martinez, son ton changeant légèrement. Les circonstances de votre blessure ont déclenché une enquête. Il y a 2 officiers de police qui attendent pour vous parler quand vous vous sentirez prête. J'ai fermé les yeux brièvement, absorbant cette information. Mon frère a mis de l'huile sur la terrasse. Il l'a admis. Il voulait que je glisse pour rire. Le docteur Martinez a hoché la tête. C'est cohérent avec les informations que nous avons reçues des ambulanciers. Et il semble y avoir une certaine préoccupation concernant le retard dans la recherche de soins médicaux pour vous après que la blessure se soit produite. Mes parents ne croyaient pas que j'étais vraiment blessé, ai-je dit, la douleur familière de leur mépris m'envahissant à nouveau. Ils m'ont dit de marcher pour que ça passe. Ils m'ont accusé d'être dramatique et d'essayer de gâcher la fête de Jason. Un éclair de quelque chose, de la colère, peut-être, a traversé le comportement professionnel du docteur Martinez. Dans les cas de suspicion de lésion de la moelle épinière, une immobilisation et des soins médicaux immédiats sont cruciaux. Les retards peuvent considérablement aggraver le pronostic. Êtes-vous en train de dire que s'ils avaient appelé une ambulance tout de suite, je ne serais peut-être pas paralysé? Les implications de cela étaient presque trop lourdes à supporter. Il est impossible de le dire avec certitude, a-t-elle répondu prudemment. Mais oui, en général, plus une lésion de la moelle épinière est traitée tôt, meilleur est le pronostic. Chaque minute compte. J'ai senti des larmes couler sur mes joues. La blessure elle-même était déjà assez dévastatrice, mais savoir qu'elle aurait pu être moins grave si ma famille m'avait simplement cru était une couche supplémentaire de trahison à laquelle je n'étais pas préparé. Le docteur Martinez m'a donné un moment pour digérer, puis a demandé, « Vous sentez-vous prête à parler à la police maintenant, ou préférez-vous vous reposer d'abord ?» Je vais leur parler, ai-je décidé. Je veux qu'ils sachent ce qui s'est passé. Elle a hoché la tête et est partie chercher les officiers. Carlos est resté, ajustant légèrement ma position pour me rendre plus à l'aise et offrant des mouchoirs pour mes larmes. Les officiers de police qui sont entrés étaient toutes les 2 des femmes, ce qui, d'une certaine manière, m'a fait me sentir plus en sécurité. Elles se sont présentées comme le détective Sullivan et l'officier Chen, expliquant qu'elles enquêtaient sur les circonstances entourant ma blessure. Nous comprenons que c'est difficile, a dit le détective Sullivan, mais nous devons vous poser quelques questions sur ce qui s'est passé hier.
j'ai raconté les événements aussi clairement que je pouvais m'en souvenir, mon arrivée à la fête, le comportement de plus en plus agressif de Jason, ma tentative de partir, la chute sur la terrasse glissante, et surtout, la réaction de ma famille à ma blessure. Donc pour être clair, a précisé le détective Sullivan, après que vous soyez tombé et ayez signalé que vous ne pouviez ni sentir ni bouger vos jambes, personne n'a appelé les secours? Pas avant que Rachel, l'infirmière qui était à la fête, n'intervienne, ai-je confirmé. C'était au moins 15 ou 20 minutes après ma chute. Mon père m'a dit de marcher pour que ça passe, et ma mère m'a accusé d'essayer de gâcher l'anniversaire de Jason. L'officier Chen, qui prenait des notes, a levé les yeux. Et votre frère a admis avoir mis de l'huile sur la terrasse? Oui. Il a dit que c'était censé être une plaisanterie. Il pensait que je glisserais et tomberais dans la piscine. Il ne pensait pas que je heurterais le rebord en béton. Les officiers ont échangé des regards. Nous devons vous informer, a dit le détective Sullivan, que nous avons déjà recueilli les dépositions de plusieurs témoins sur les lieux, y compris l'infirmière, Rachel Cooper, et les ambulanciers qui vous ont transporté. Nous avons également recueilli des preuves sur la terrasse, qui ont confirmé la présence d'huile pour terrasse dans la zone où vous êtes tombé. Elle a marqué une pause avant de continuer. Votre frère, Jason Matthews, a été placé en garde à vue la nuit dernière pour mise en danger d'autrui ayant entraîné des blessures graves. Vos parents, Douglas et Eleanor Matthews, font actuellement l'objet d'une enquête pour négligence et non-assistance à personne en danger. La nouvelle m'a stupéfié. Autant ma famille m'avait blessé, autant je n'avais jamais imaginé qu'il ferait face à des accusations criminelles. Il pourrait aller en prison, ai-je demandé, ma voix à peine plus qu'un murmure. Cela dépendra du procureur de la République et, en fin de compte, des tribunaux, a répondu le détective Sullivan. Mais oui, ce sont des accusations graves, surtout compte tenu de la gravité de vos blessures. Elles ont posé quelques questions supplémentaires, m'ont remercié pour ma coopération, et sont parties, promettant de me tenir au courant de l'enquête. Après leur départ, je suis resté allongé dans le lit d'hôpital, essayant de tout assimiler. La réalité physique de ma blessure était déjà assez écrasante, mais les implications légales et émotionnelles de ce qui s'était passé étaient tout aussi stupéfiantes. Personne de ma famille n'avait appelé ou rendu visite. Je me demandais s'ils étaient légalement empêchés de me contacter ou s'ils continuaient simplement leur schéma de toute une vie d'éviter la responsabilité pour le mal qu'ils causaient. Alors que le soir tombait, un travailleur social de l'hôpital nommé Marcus est venu me voir. Il a expliqué qu'il aiderait à coordonner mon plan de soins, y compris les options de rééducation et les ressources pour s'adapter à la vie avec une lésion de la moelle épinière. Vous faites face à une période de récupération importante, m'a-t-il dit doucement. Après que vous serez assez stable pour quitter les soins aigus, vous devrez probablement passer plusieurs semaines dans un centre de rééducation en hospitalisation, suivi d'une thérapie ambulatoire continue. Je vis seul, ai-je dit, les implications pratiques me frappant soudainement. Mon appartement a des escaliers. J'enseigne en école primaire, ce qui signifie être debout toute la journée. Marcus a hoché la tête avec compréhension. Ce sont tous des défis que nous vous aiderons à surmonter. Il existe des ressources disponibles pour les modifications de domicile, la réadaptation professionnelle et les prestations d'invalidité. C'est beaucoup à assimiler en ce moment, je sais. En effet, c'était le cas. En l'espace de 24 heures, chaque aspect de ma vie avait été bouleversé. Mon corps, ma maison, ma carrière, mes relations familiales, tout transformé de manière que je ne commençais qu'à comprendre. Cette nuit-là, seul dans ma chambre d'hôpital, j'ai pleuré pour tout ce que j'avais perdu et tout ce qui était maintenant incertain devant moi. Mais sous le chagrin et la peur, une petite étincelle de détermination a commencé à luire. J'avais survécu à la violence émotionnelle de ma famille pendant toute ma vie. D'une manière ou d'une autre, je survivrai à cela aussi. Et pour la première fois, ils feraient face aux conséquences de leurs actions. Les semaines qui ont suivi ma blessure se sont écoulées dans un tourbillon de procédures médicales, de gestion de la douleur et des premiers pas timides vers la rééducation. Je suis resté à l'hôpital pendant 14 jours, période pendant laquelle l'étendue complète de ma blessure est devenue plus claire. Le docteur Martinez a expliqué que bien que la chirurgie ait réussi à stabiliser ma colonne vertébrale et à soulager la pression sur ma moelle épinière, il y avait des dommages importants qui mettraient du temps à guérir, si tant est qu'ils guérissent. Vous avez ce que nous appelons une classification ASIAC, m'a-t-elle dit lors d'une de ses visites quotidiennes. Cela signifie que vous avez conservé une certaine fonction motrice en dessous du niveau de la lésion, mais elle n'est pas assez forte pour être fonctionnelle.
vous avez également une certaine préservation sensorielle, ce qui est un signe positif. J'avais commencé à retrouver une certaine sensation dans mes cuisses et des picotements occasionnels dans le bas de mes jambes, ce que l'équipe médicale considérait comme encourageant. Cependant, je n'avais toujours aucun mouvement volontaire en dessous de mes genoux et une force minimale dans les muscles de mes hanches et de mes cuisses. Les aspects physiques de la récupération étaient déjà assez difficiles, mais les procédures judiciaires ont ajouté une autre couche de complexité à ma situation. 10 jours après ma blessure, j'ai reçu la visite d'une femme nommée Laura Jensen, qui s'est présentée comme une substitute du procureur. L'enquête policière sur votre cas est terminée, m'a-t-elle informé. Sur la base des preuves recueillies et des dépositions des témoins, nous avons déposé des accusations formelles contre votre frère et vos parents. Jason faisait face à une accusation de crime de mise en danger d'autrui ayant entraîné des blessures corporelles graves, ce qui entraînait une peine potentielle pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison. Mes parents étaient accusés de négligence criminelle et de non-assistance à personne en danger, ce qui pourrait entraîner jusqu'à 5 ans d'incarcération s'ils étaient reconnus coupables. Bien sûr, ce sont les peines maximales, a expliqué Laura. Les peines réelles dépendraient de nombreux facteurs, y compris les antécédents criminels, ce qu'aucun d'eux n'a, et s'ils acceptent la responsabilité en plaidant coupable. Elle m'a également informé que j'avais le droit d'intenter une poursuite civile contre eux pour dommages et intérêts, quel que soit le résultat de l'affaire pénale. Les frais médicaux pour les lésions de la moelle épinière peuvent se chiffrer en millions sur une vie, a-t-elle dit, sans parler des pertes de salaire, de la douleur et de la souffrance, des modifications de domicile, de l'équipement spécialisé et des besoins de soins continus. C'était accablant d'y penser. Une partie de moi ne voulait plus rien avoir à faire avec ma famille, simplement couper tous les liens et me concentrer sur ma guérison. Mais la réalité pratique était que je faisais face à d'énormes défis financiers en raison de leurs actions. Laura m'a mis en contact avec un avocat spécialisé en dommages corporels nommé Michael Greenberg, qui se spécialisait dans les cas de lésions de la moelle épinière. Il m'a rendu visite à l'hôpital le lendemain, m'expliquant le processus d'introduction d'une action en justice civile et ce à quoi je pouvais raisonnablement m'attendre. Votre cas est solide, m'a-t-il dit après avoir examiné les rapports de police et les dossiers médicaux. La responsabilité est claire, surtout avec l'aveu de votre frère qu'il a délibérément créé la condition dangereuse. L'assurance habitation de vos parents couvrira probablement certains dommages, mais pour obtenir l'indemnisation complète que vous méritez, nous devrions également nous en prendre à leurs biens personnels. L'idée me mettait mal à l'aise. Malgré tout, c'étaient toujours mes parents. Mais comme Michael l'a souligné gentiment, ma nouvelle réalité comprendrait d'importants frais médicaux, des besoins potentiels en soins à vie et une capacité de gain considérablement modifiée. Il ne s'agit pas de vengeance, m'a-t-il assuré. Il s'agit de s'assurer que vous disposez des ressources dont vous avez besoin pour vivre une vie aussi pleine et indépendante que possible. J'ai accepté de le laisser intenter le procès, une décision qui semblait à la fois nécessaire et déchirante. Pendant ce temps, ma récupération physique se poursuivait. Après 2 semaines en soins aigus, j'ai été transféré dans un centre de rééducation spécialisé dans les lésions de la moelle épinière. L'établissement était moderne et bien équipé avec une équipe de kinésithérapeutes, d'ergothérapeutes, de psychologues et d'infirmières en rééducation, tous concentrés sur l'aide aux patients comme moi pour s'adapter à la vie après une lésion de la moelle épinière. Mon kinésithérapeute principal était un homme nommé David, qui combinait un optimisme inébranlable avec un réalisme pragmatique. Notre objectif est de maximiser toute récupération de fonction que vous expérimentez, a-t-il expliqué lors de notre première session. Mais il est tout aussi important d'apprendre à être aussi indépendant que possible avec la fonction que vous avez en ce moment. Les journées au centre de rééducation sont tombées dans une routine exigeante. Les matins commençaient par 2 heures de kinésithérapie, axée sur le renforcement des muscles qui fonctionnaient encore et l'apprentissage des techniques de transfert pour passer du lit au fauteuil roulant et vice-versa. Les après-midi comprenaient de l'ergothérapie, où j'ai appris des techniques adaptatives pour les activités de la vie quotidienne, de l'habillement à la cuisine en position assise. Il y avait aussi des sessions de groupe, où j'ai rencontré d'autres personnes atteintes de lésions de la moelle épinière à différents stades de récupération. Certains avaient été blessés il y a des années et revenaient périodiquement pour une thérapie de mise au point. D'autres étaient nouvellement blessés comme moi, s'adaptant encore au changement radical de leur vie. L'une de ces patientes était une femme nommée Tara, qui avait subi une blessure similaire dans un accident de voiture 2 ans plus tôt. Elle utilisait une combinaison d'orthèses de jambes et de béquilles antibrachiales pour marcher sur de courtes distances, bien qu'elle dépende d'un fauteuil roulant pour la mobilité quotidienne. Ça devient plus facile, m'a-t-elle dit un soir pendant le dîner des patients. Pas nécessairement les choses physiques,
bien que cela s'améliore avec le temps. Je veux dire l'ajustement émotionnel. En ce moment, tout dans ta vie est défini par ta blessure. Finalement, cela devient juste un aspect de qui tu es, pas toute ton identité. Ces paroles m'ont donné de l'espoir pendant les moments les plus sombres où l'avenir semblait incroyablement sombre. Il y avait des jours où je progressais, réussissant à me tenir entre des barres parallèles avec le soutien d'orthèses de jambes ou ressentant de nouvelles lueurs de sensations dans mes pieds. Il y a eu aussi des revers, des infections qui ont retardé la thérapie, des moments de désespoir où l'ampleur de ce que j'avais perdu me submergeait. Pendant tout ce temps, je n'ai reçu aucun contact de ma famille. Mon avocat m'a informé qu'ils avaient reçu l'ordre de leur conseiller juridique de ne pas communiquer directement avec moi en raison des affaires pénales et civiles en cours. Une partie de moi était soulagée. Une autre partie ressentait l'absence comme un autre abandon. Des amis et des collègues de l'école primaire où j'enseignais sont intervenus pour combler le vide. Ils ont organisé une rotation de visiteurs pour briser la monotonie de la vie hospitalière, ont apporté des repas faits maison pour compléter la nourriture institutionnelle et ont mis en place une campagne de financement pour aider aux dépenses non couvertes par l'assurance. 3 mois après ma blessure, les affaires pénales contre ma famille ont progressé vers une résolution. Jason a accepté un accord de plaidoyer, reconnaissant le crime de mise en danger d'autrui en échange d'une peine de 5 ans, dont 2 ans à purger en prison et 3 en probation. Mes parents ont également accepté des accords de plaidoyer, recevant 2 ans de probation et 400 heures de service communautaire chacun, ainsi qu'un suivi psychologique obligatoire. L'affaire civile a mis plus de temps à se résoudre. Michael, mon avocat, a interrogé chaque membre de la famille, recueillant leurs témoignages sous serment sur les événements qui ont conduit à ma blessure. Le processus a été épuisant mais nécessaire, les forçant à reconnaître sous serment la réalité de ce qu'ils avaient fait. 6 mois après avoir intenté le procès, nous avons conclu un accord. L'assurance habitation de mes parents a versé sa responsabilité maximale de $1 million. De plus, mes parents ont accepté de vendre leur maison et de liquider une partie importante de leurs économies de retraite pour créer un fonds en fiducie d'un montant supplémentaire de $2 millions pour mes besoins de soins continus. C'était une somme considérable, suffisante pour couvrir mes frais médicaux immédiats, les modifications pour rendre mon appartement accessible, et fournir un coussin financier alors que je réfléchissais à ce à quoi mon avenir professionnel pourrait ressembler. Mais aucune somme d'argent ne pouvait restaurer ce que j'avais perdu, tant physiquement qu'émotionnellement. 8 mois après ma blessure, j'avais fait ce que mon équipe médicale considérait comme des progrès remarquables. J'avais retrouvé une certaine fonction dans les muscles de mes jambes, assez pour qu'avec des orthèses spécialisées et un déambulateur, je puisse faire de courts pas laborieux. Ce n'était pas de la vraie marche, pas le mouvement facile et inconscient que j'avais autrefois tenu pour acquis, mais c'était plus que ce que beaucoup de personnes atteintes de blessures similaires n'ont jamais atteint. J'ai été libéré de la rééducation en hospitalisation, continuant avec une thérapie ambulatoire 3 fois par semaine. J'ai réemménagé dans mon appartement, qui avait été modifié avec des rampes, des portes plus larges et une salle de bain accessible. Un soignant à temps partiel m'aidait pour les tâches que je ne pouvais pas encore gérer de manière indépendante. J'ai également commencé le processus de réimagination de ma vie professionnelle. Bien que le retour à l'enseignement en classe ne semblât pas réalisable, le district scolaire m'a offert un poste de spécialiste du curriculum, un rôle que je pouvais exercer en grande partie depuis chez moi avec des visites occasionnelles dans les écoles. Pendant cette période de récupération physique et d'ajustement pratique, j'étais également engagé dans un autre type de guérison, travaillant avec une thérapeute nommée Claire, spécialisée dans les traumatismes et la dynamique familiale. Ce qui vous est arrivé n'était pas seulement une blessure physique, a souligné Claire lors d'une de nos séances. C'était l'aboutissement de toute une vie d'abus émotionnels et de négligence. La paralysie de vos jambes est visible, mais il y a d'autres blessures invisibles qui ont besoin de guérir aussi. Avec ces conseils, j'ai commencé à traiter non seulement le traumatisme de la blessure elle-même, mais aussi les schémas plus profonds de dysfonctionnement familial qui l'avaient rendu possible, l'invalidation constante de mes expériences, la dynamique de l'enfant chéri et du bouc émissaire entre Jason et moi, la manière dont mes parents avaient constamment donné la priorité aux apparences plutôt qu'à mon bien-être. Votre famille vous a manqué de la manière la plus fondamentale, a dit Claire. Ils avaient un seul travail, vous protéger et prendre soin de vous. Au lieu de cela, ils vous ont causé du tort et ont ensuite refusé de le reconnaître. Reconnaître cette vérité était douloureux mais finalement libérateur. Cela m'a permis de voir que ma blessure, aussi dévastatrice soit-elle, m'avait également libéré du système familial toxique qui m'avait causé tant de souffrances tout au long de ma vie. Pensez-vous que vous vous réconcilierez un jour avec eux, a demandé Claire lors d'une session.
J'ai réfléchi attentivement à la question. Je ne sais pas. Une partie de moi pense qu'il n'y a pas de retour possible après cela. Une autre partie se demande si ces conséquences légales pourraient enfin les forcer à affronter la réalité de leur comportement. Quoi qu'il en soit, a-t-elle dit, votre guérison ne dépend pas de leur reconnaissance ou de leur changement. C'est quelque chose que vous faites pour vous-même. Et lentement, laborieusement, c'est ce que j'ai commencé à faire, guérir non seulement mon corps, mais aussi mon estime de soi, ma compréhension de ce que la famille devrait être, et des relations que je méritais dans ma vie. Alors que j'approchais du premier anniversaire de ma blessure, j'ai reçu une lettre inattendue. C'était de Jason, écrivant de prison. L'enveloppe est restée non ouverte sur ma table de cuisine pendant 3 jours avant que je ne trouve le courage de la lire. À l'intérieur se trouvaient de longues excuses manuscrites, les premières sincères que j'ai jamais reçues de mon frère. Il parlait de la thérapie qu'il suivait en prison, de la façon dont il faisait enfin face à la personne qu'il avait été et au mal qu'il avait causé. Il ne donnait aucune excuse pour son comportement et ne demandait rien en retour, pas même le pardon. Je comprends si tu ne veux plus jamais entendre parler de moi, écrivait-il en conclusion. Je ne t'en voudrais pas. Mais je voulais que tu saches que je suis vraiment désolé pour la douleur que je t'ai causée, pas seulement ce jour-là, mais tout au long de nos vies. Tu méritais tellement mieux. La lettre m'a laissé avec des sentiments compliqués. Elle semblait sincère, mais je n'étais pas prête à laisser Jason revenir dans ma vie, si jamais je l'étais. Pourtant, il y avait une certaine forme de clôture dans le fait que mes expériences soient enfin reconnues par quelqu'un qui avait été là. Mes parents n'ont jamais pris contact directement, bien que j'ai entendu par des connaissances communes qu'ils avaient déménagé en Floride, recommençant dans une maison plus petite avec les biens qu'ils avaient réussi à conserver après le règlement. Quant à moi, je construisais une nouvelle vie, différente de ce que j'avais prévu, certainement plus difficile à bien des égards, mais aussi riche de nouvelles significations et de nouvelles connexions. Les amis qui m'avaient soutenu pendant mon hospitalisation sont devenus ma famille de cœur. La communauté de défense des droits des personnes handicapées que j'avais rejointe m'a donné un sens du but et d'appartenance que je n'avais jamais connu dans ma famille biologique. Et quelque part en chemin, j'ai découvert en moi une résilience que je ne savais pas exister, une capacité non seulement à survivre au traumatisme, mais aussi à trouver un sens et même une croissance dans ses suites. 2 ans se sont écoulés depuis ce jour fatidique à la fête d'anniversaire de mon frère, 2 ans depuis qu'une plaisanterie cruelle et l'indifférence insensible d'une famille ont changé le cours de ma vie pour toujours. 2 ans de chirurgie, de rééducation, d'adaptation et d'un profond travail émotionnel. Ma vie aujourd'hui ne ressemble que de loin à ce qu'elle était avant. Je vis dans un appartement différent maintenant, une unité au rez-de-chaussée dans un immeuble avec des caractéristiques d'accessibilité complète. Je conduis une voiture avec des commandes manuelles. Je travaille à distance la plupart des jours, bien que je visite des écoles plusieurs fois par mois pour former des enseignants sur le curriculum que j'ai aidé à développer. Physiquement, j'ai fait ce que mes médecins considèrent comme des progrès remarquables. Avec des orthèses de jambes et des béquilles antibrachiales, je peux marcher sur de courtes distances, bien que j'utilise encore un fauteuil roulant pour la plupart de ma mobilité quotidienne. J'ai retrouvé la sensation dans environ 60% de mon bas du corps, bien qu'elle reste altérée, se manifestant parfois par des picotements ou une hypersensibilité plutôt que par une sensation normale. Il y a de bons et de mauvais jours, des jours où je me déplace avec une relative facilité et où j'oublie presque les limites de mon corps, et des jours où la douleur, les spasmes ou des complications comme les infections urinaires me rappellent avec force tout ce qui a changé. Mais la guérison la plus significative n'a pas été physique. Ce fut le voyage intérieur de victime à survivante, de quelqu'un défini par ce qui lui a été fait à quelqu'un qui façonne activement sa propre histoire. Il y a 6 mois, je me suis impliqué dans un groupe de défense locale pour les survivants de lésions de la moelle épinière, servant de père aidante pour les patients nouvellement blessés. 2 fois par semaine, je visite le même centre de rééducation où j'ai passé des mois à réapprendre les compétences de base de la vie. Je m'assois avec des gens qui sont là où j'étais il y a 2 ans, consumés par le chagrin et la peur, incertains si la vie peut un jour être à nouveau bonne. Ça ne devient pas plus facile, leur dis-je, faisant écho à ce que Tara m'a dit un jour. Mais on devient plus fort, et on trouve de nouvelles façons de définir ce qui compte. Grâce à ce travail, j'ai rencontré Thomas, un kinésithérapeute spécialisé dans les lésions neurologiques. Notre relation professionnelle a progressivement évolué en amitié et, plus récemment, en une romance timide. Il me voit pour qui je suis, non défini par mon handicap, mais sans l'ignorer non plus. Avec lui, j'apprends ce qu'est un amour sain, construit sur une base de respect mutuel et de soins authentiques.
Quant à ma famille, ce chapitre reste compliqué. Jason a été libéré de prison il y a 4 mois, après avoir purgé sa peine complète de 2 ans. Il m'a écrit à nouveau, demandant si nous pourrions nous rencontrer un jour où je me sentirais prête. Je n'ai pas encore décidé si une telle rencontre fera un jour partie de mon parcours de guérison. Mes parents restent en Floride, menant leur vie séparément de la mienne. Occasionnellement, je reçois des nouvelles d'eux par des parents éloignés. Ils ont apparemment raconté une version édulcorée des événements à leur nouvelle communauté, se présentant comme des parents dévoués soutenant leur fille à travers un accident tragique. La vérité, comme toujours dans ma famille, a été remodelée pour protéger leur image. Mais leur récit n'a plus de pouvoir sur moi. J'ai appris que ma vérité n'a pas besoin de leur reconnaissance pour être valide. Ma douleur n'a pas besoin de leur reconnaissance pour être réelle. Ça a été, peut-être, la leçon la plus profonde de mon voyage. Que la validation doit finalement venir de l'intérieur. Pour quelqu'un élevé à douter de ses propres expériences, à remettre en question sa propre douleur, cette prise de conscience a été révolutionnaire. J'ai aussi appris le vrai sens de la famille, qu'elle n'est pas nécessairement définie par le sang ou les liens légaux, mais par qui se présente quand on est le plus vulnérable, par qui reste quand rester devient difficile, par qui voit notre douleur et y répond avec compassion plutôt qu'avec mépris. Ma famille de cœur s'est agrandie au cours de ces 2 années. Elle comprend Sarah, l'ambulancière qui a reconnu la gravité de ma blessure et s'est assurée que je reçoive des soins appropriés, Rachel, l'infirmière qui est intervenue quand personne d'autre ne le voulait, David, mon kinésithérapeute qui m'a poussé à accomplir plus que ce que je pensais possible, Claire, qui m'a aidé à naviguer dans le paysage émotionnel du traumatisme et de la récupération, et maintenant Thomas, qui m'aime non pas malgré mes cicatrices, mais en reconnaissant pleinement comment elles m'ont façonné. Ensemble, ces connexions m'ont appris à quoi ressemble un attachement sain, ce que cela fait d'être cru, d'être soutenu, d'être valorisé simplement pour qui je suis plutôt que pour maintenir des apparences commodes. Le mois dernier, j'ai terminé ma maîtrise en psychologie de l'éducation, spécialisée dans les pratiques pédagogiques tenant compte des traumatismes. L'automne prochain, je commencerai un nouveau poste de consultante pour le district scolaire, formant les éducateurs à reconnaître et à soutenir les enfants confrontés à diverses formes de traumatisme, y compris le dysfonctionnement familial. C'est comme une façon d'honorer mon propre parcours tout en donnant un sens à la douleur que j'ai vécue. C'est peut-être la forme ultime de guérison, non pas effacer la blessure, mais la transformer en quelque chose qui sert un but plus grand que soi-même. Ma paralysie fera toujours partie de mon histoire, tout comme la dynamique familiale qui y a contribué. Mais ni l'une ni l'autre ne définit l'intégralité de qui je suis ou de ce que ma vie peut signifier. Parfois, quand je suis avec Thomas ou entouré d'amis, riant et pleinement présente dans l'instant, je réalise avec un sursaut que je suis heureuse, non pas malgré ce qui s'est passé, mais d'une manière qui l'incorpore dans un récit plus large de résilience et de croissance. D'autres fois, généralement tard dans la nuit quand la douleur me tient éveillé, je lutte encore avec la colère et le chagrin pour ce qui m'a été enlevé, les capacités physiques que j'ai perdues, les relations familiales qui, même si toxiques, représentaient mes attachements primaires pendant 28 ans, le sentiment de sécurité dans le monde qui pourrait ne jamais revenir complètement. Mais même dans ces moments sombres, je ne suis plus seul avec ma douleur. J'ai appris à tendre la main, à me permettre d'être vulnérable avec ceux qui ont gagné ma confiance, à accepter l'aide sans honte, à reconnaître mes limites sans être défini par elles. S'il y a une sagesse à tirer du traumatisme, c'est peut-être celle-ci, que nos blessures nous façonnent, mais qu'elles ne doivent pas nous déterminer, que même les trahisons les plus profondes peuvent devenir des catalyseurs de transformation profonde, que parfois, il faut être brisé pour découvrir à quel point nous contenons de la force. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Mes médecins disent que je pourrais continuer à voir de petites améliorations de la fonction jusqu'à 5 ans après la blessure, bien que les gains les plus significatifs se produisent généralement au cours des 2 premières années. Je marcherai peut-être plus facilement un jour, ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, je continuerai à construire une vie qui s'adapte à ma réalité tout en repoussant les limites de ce qui semble possible. Ce que je sais, c'est que je ne suis plus la femme qui est entrée à cette fête d'anniversaire il y a 2 ans, désespérée d'obtenir l'approbation de personnes incapables de me voir vraiment. Je suis quelqu'un de nouveau, forgé dans le creuset du traumatisme et de la récupération, plus forte aux endroits brisés, comme l'a écrit Hemingway, plus authentique, plus compatissante, plus consciente de ma vulnérabilité et de mon pouvoir. Et c'est, peut-être, le cadeau le plus inattendu à émerger de cette épreuve, la découverte d'un moi pour lequel il vaut la peine de se battre, de croire, d'aimer. Si vous regardez ceci et que vous vous trouvez dans une situation où votre douleur est ignorée, où votre réalité est niée par ceux qui devraient vous protéger,
sachez s'il vous plaît que vous méritez mieux. Vos expériences sont valides. Votre souffrance compte. Et il y a des gens dans ce monde qui vous verront vraiment si vous pouvez trouver le courage d'aller au-delà de ceux qui refusent de le faire. Votre douleur a-t-elle déjà été ignorée par quelqu'un qui aurait dû vous croire? Comment avez-vous trouvé la force de vous faire confiance quand les autres ne le faisaient pas? Veuillez partager vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. Si cela a résonné en vous, veuillez aimer et vous abonner pour soutenir cette chaîne et partager avec toute personne qui pourrait avoir besoin de ce message. Merci d'avoir été témoin de mon parcours, et rappelez-vous, la guérison n'est pas linéaire, mais elle est toujours possible.